Regardons la dure vérité en face. Crystal Palace. Ils utilisent exactement, je dis bien exactement, le même schéma en 3-4-2-1 que Ruben Amorim essaie d'imposer à Manchester United. Le même plan directeur. Et le résultat, Crystal Palace est sur une série d'invincibilité. Ils viennent de battre Liverpool 2-1. Avant ça, ils ont battu Manchester City. Ils ont tenu en échec Chelsea. Ils ont dominé Aston Villa. Pendant ce temps, de l'autre côté, Manchester United, on dirait qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Regardons les chiffres. Statistique très intéressante lors de leur victoire contre Liverpool Palace, n'a eu que 28% de possession de balles, mais ils ont cadré 7 tirs. 7. C'est plus que Liverpool et ses 4 tirs cadrés. Et si vous avez vu ce match, vous savez que Crystal Palace a été redoutablement efficace. Sans un grand Alisson Becker, le score n'aurait sans doute pas été de 2-1. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la domination ne se mesure pas à la possession. Et c'est là que se pose la grande question, la question fondamentale. Crystal Palace a de meilleurs joueurs que Manchester United. Absolument pas. Personne ne peut contester cela. Mais alors pourquoi? Pourquoi Crystal Palace, avec cet effectif, semble plus fort, plus intelligent et plus discipliné dans le même système? Pourquoi? Pour répondre, il faut admettre une vérité tactique fondamentale. Ce schéma Crystal Palace l'exploite à la perfection depuis sa position d'outsider. Quelle est la formule du succès de Crystal Palace? Très simple. Premièrement, un bloc bas. Ils défendent avec 9 joueurs, 5 défenseurs et 4 milieux. Deuxièmement, ils acceptent d'abandonner le ballon, de laisser l'adversaire faire circuler le ballon stérilement. Et troisièmement, la contre-attaque. Ils utilisent la vitesse et la verticalité pour punir les espaces laissés par l'adversaire. Mais la dangerosité de Crystal Palace ne se limite pas au contre. Même en possession placée, leur philosophie du toujours vers l'avant se reflète dans des statistiques presque démentielles. Prenons le match contre Liverpool comme exemple. Sur cette rencontre, Crystal Palace n'a eu besoin en moyenne que de 11 passes pour déclencher un tir au but. 11. Pour vous donner une idée, comparons ce chiffre aux autres équipes. Manchester City, pourtant réputé pour son jeu plus direct, cette saison a besoin de 56 passes pour un tir. Arsenal, 58. Même Wolves, dernier de ce classement, a besoin de 60 passes. Sur l'ensemble de la saison, Palace n'a besoin en moyenne que de 31 à 32 passes. Ils sont une anomalie statistique dans le football moderne, la preuve d'un jeu programmé pour faire mal le plus vite possible. Ils ne se soucient pas de multiplier les passes pour trouver le bon tempo. Seule l'efficacité compte. Et voici la partie la plus effrayante. Même en étant sur une série d'invincibilité historique, les statistiques révèlent quelque chose d'étonnant. Palace est en réalité en sous-performance devant le but. Leur total d'expected goals est actuellement le 3e plus élevé de Premier League. Mais ils n'ont marqué que 8 buts, soit 1 de plus que Manchester United. Pour le dire simplement, les chiffres indiquent qu'avec la quantité et la qualité des occasions qu'ils se sont créées, ils auraient normalement dû avoir beaucoup plus de buts. Ou pour le dire plus poliment, les underlying stats, statistiques sous-jacentes, suggèrent que Crystal Palace peut et va devenir encore meilleur. Après avoir analysé ces données, on constate qu'il y a bien une similitude entre Crystal Palace et Manchester United. Les deux équipes utilisent un schéma, en 3-4-3, les deux pratiquent un football direct, et les deux se créent un grand nombre d'occasions. Mais c'est là que réside la différence fondamentale avec Manchester United. Le schéma est émachéné le même, mais ils ne peuvent pas jouer de la même manière. Pourquoi? Parce que nous sommes un grand club avec un grand ego. Les supporters ne l'accepteraient pas. Les médias ne l'accepteraient pas. Un Manchester United qui joue de manière passive à Old Trafford impensable. Et c'est là le piège fatal. Ruben Amorim tente quelque chose de très difficile. Il essaie de jouer un football de possession, le football d'un favori, avec un schéma conçu pour la défense et la contre-attaque. C'est aussi la raison pour laquelle, face à Arsenal, Manchester United a été si bon. Mais face à des adversaires qui leur laissent délibérément le ballon, les hommes d'Amorim sont perdus. Prenez un autre exemple. Contre Manchester City, une fois que City a marqué et s'est replié pour attendre le contre, on a vu un Manchester United incapable de créer le danger et qui a fini par exposer ses propres faiblesses pour encaisser 2 buts de plus.
ou contre Brentford, dès que Dorgu et Dalot ont été cloués derrière par peur d'un nouveau but, Manchester United s'est immédiatement retrouvé en infériorité numérique devant. Le système d'Amorim est devenu inopérant. Tous nos adversaires ont désormais lu le jeu de Manchester United. La formule pour nous battre est devenue trop simple, laissez-leur le ballon. Attendez qu'ils montent, soyez patients. Puis récupérez le ballon et lancez un contre rapide ou une simple passe dans le dos de leur défense. Simple, efficace et fatal. Ils sont en train de se faire battre par les contradictions de leur propre philosophie. Alors pourquoi Amorim s'accroche-t-il à ce 3-4-3 ? Parce que ce système, lorsqu'il est bien exécuté, était né pour garantir la solidité défensive et la vitesse en attaque. Le 3-4-3 vous offre une multitude de manières différentes de presser l'adversaire. Et surtout, il garantit d'avoir toujours des coureurs sur les côtés. Il permet aussi de basculer facilement en un bloc bas et solide, en 5-4-1. Pour comprendre le génie de la version de ce système proposé par Oliver Glasner, il ne faut pas seulement regarder comment ils attaquent. Il faut regarder comment ils défendent. Prenez Crystal Palace. Leur modèle défensif est extrêmement intelligent et organisé. Ils ne pressent pas à l'aveugle. À la place, ils appliquent une stratégie que j'appelle le piège du couloir. Les attaquants ne se jettent pas immédiatement. Leur mission est de canaliser le jeu, de forcer l'adversaire à construire sur l'aile. Et une fois que le ballon est là, le piège se referme. Prenons une situation d'école lors du match contre Liverpool. Un moment qui, pour moi, résume tout. La défense de Liverpool a le ballon. Ils construisent toujours depuis l'arrière et utilisent fréquemment les renversements de jeu pour trouver l'homme libre. Maintenant, regardez la réaction de Crystal Palace. C'est une défense quasi parfaite. Au moment même où le ballon quitte le pied du défenseur de Liverpool, et même un peu avant le défenseur central gauche, Marc Guéhi et le piston gauche Tyrick Mitchell ont déjà commencé un sprint. Ils n'attendent pas. Ils anticipent. Guéhi, avec un courage immense, abandonne complètement son marquage pour coulisser et prendre en charge Mohamed Salah. Cette action libère immédiatement Mitchell. Il ne court pas simplement pour cadrer Bradley. Il est plus rapide, plus décisif, et il coupe la ligne de passe avant même que le ballon n'arrive. Et ce moment vous montre précisément ce qui fait la différence dans le système de Glasner. La plupart des autres équipes du monde considéreraient que c'est la responsabilité de l'ailier de faire le repli défensif. Mais ce n'est absolument pas l'approche de Palace. Au lieu de demander à un attaquant de s'épuiser seul en revenant, il coulisse en un bloc unifié. Toute la ligne défensive et le milieu de terrain se déplacent latéralement de manière synchronisée. L'effet de ce mouvement est énorme, cela leur permet de maintenir l'équilibre et le surnombre dans l'axe, tout en s'assurant que chaque joueur de Liverpool reste marqué. Et le plus important, au moment où Mitchell récupère le ballon, Palace est déjà en position parfaite dans la formation idéale pour lancer un contre rapide avec Mateta, les deux numéros 10 et les deux pistons déjà prêts à se projeter. C'est un mécanisme défensif mais conçu pour attaquer. C'est très intelligent et très efficace. Et voici l'exemple le plus flagrant de la fragilité du système de Manchester United. Contre Brentford, lorsque la défense est attaquée, leurs pistons sont surclassés. L'adversaire lance le jeu sur l'aile, Dalot est pris de vitesse au duel, perd sa course en quelques secondes et l'attaquant adverse peut tranquillement repiquer dans l'axe pour adresser une passe. Bien évidemment, l'entrejeu de United est complètement vide. Sur le côté opposé, Dorgu suit son ailier, mais après quelques mètres, le défenseur danois abandonne purement et simplement le marquage et se met à trottiner. Dorgu déserte sa position, ne suit plus son joueur. Et c'est précisément cet homme qui déclenche une frappe très dangereuse. Un système faible, désorganisé sans cohésion et totalement passif sur chaque offensive adverse. Quand vos pistons défendent bien sur les côtés votre double pivot, Wharton et Lerma, ou Kamada chez Palace, n'est jamais obligé de sortir de l'axe. Ils tiennent leur position avec une grande discipline au cœur du jeu. Leur mission, protéger la zone devant la surface et être prêt à récupérer les seconds ballons. Ils maintiennent toujours une structure en escalier, avec un joueur légèrement plus bas que l'autre pour assurer la sécurité. Cette structure empêche que les deux milieux ne soient éliminés sur une simple passe. Les statistiques montrent d'ailleurs que c'est dans le tiers central du terrain que Palace exerce le plus de pression. C'est un système de pressing calculé, pas une charge kamikaze. Maintenant, regardons le chaos de Manchester United. Il semble si facile à transpercer.
Leur problème réside dans un gouffre fatal. Quand leur double pivot décide de monter pour presser la défense derrière, a tendance à reculer. L'écart entre les deux lignes devient si grand que n'importe quelle passe longue peut l'exploiter. Le but encaissé contre Brentford en est la preuve parfaite, les deux milieux sont éliminés. Ils n'ont même pas le temps de revenir avant que l'action ne soit terminée. Leur système de marquage individuel ne fait qu'aggraver le problème. Bruno Fernandes, avec son instinct de joueur offensif, est constamment attiré hors de sa position lorsqu'il essaie de suivre son homme. Et chaque fois qu'il le fait, le cœur du jeu devient grand ouvert, une véritable invitation pour l'adversaire. D'un côté, un piège calculé. De l'autre, des portes grandes ouvertes. La différence est criante.